J'enchaînais les blessures, mais qui sortaient de nulle part. Je me suis fait, par exemple, une entorse au pouce, une entorse au petit doigt, mais des trucs que je me suis jamais fait. Des élongations juste en faisant un squat alors que j'étais entraînée, tu vois. Bonjour, bonjour les poulpes champions et bienvenue dans ce nouvel épisode de Big Brain, Performe à foison, le podcast de préparation mentale qui parle d'entraînement, de performance et de mental bien sûr. Aujourd'hui on reçoit Amel Rezac, haltérophile de haut niveau. Bonne écoute! Je suis très contente de te retrouver sur ce podcast. La première question, tout simplement, c'est déjà juste de te présenter, que les gens Ouais. sachent qui tu es, quelle discipline sportive tu fais. Ok, ça marche. Bon, du coup, j'ai 20 ans, je m'appelle Amel Rezac. Ça va faire 8 ans que je fais de l'haltérophilie, ça fait à peu près 5-6 ans que je suis à haut niveau. Donc, je suis au club de Franconville, toujours au club de Franconville, euh, depuis le début. Et j'ai fait 3 ans à Toulouse, je suis rentrée en septembre 2019 Mhm. et je suis partie du Krebs voilà, là, en juin 2022. Et voilà, je te dis les titres aussi, les Allez, compètes, tout c'est ça. parti. Le palmarès, je dis tout. Ok, ça marche. Euh, je sais pas combien de fois j'ai été championne de France, mais je dirais. Qui peut se permettre de dire ça par Amel? Merci. Je sais pas Non, compter combien de fois j'ai fait. non, mais non, Vraiment, non, parce que j'ai commencé jeune quand même. Ça vaut pas. Attends, franchement. 2, 3, 4, 5, 5. J'étais cinq on a fois juste à championne. voir les trophées que tu as en haut, mais bon, je pense que c'est pas uniquement les championnats de France ce qui est en haut. Il y a pas que ça, ouais. Mais oui, oui, j'avais pas assez de place sur l'arbre. Et du coup, ouais, voilà, 5 fois championne de France. Après mes sélections internationales, j'ai fait 2 grosses compètes. C'est championnat d'Europe en 2018. Mhm. J'ai fait 9e en moins de 53 kilos. Et l'année dernière, en octobre, j'ai fait 7e en moins de 55 kilos, mais du coup U20 parce que c'était le meilleur. Mhm. Et voilà, je pense que c'est le plus gros. Aujourd'hui, t'en es où dans ton niveau par rapport à ta catégorie? Alors aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, en fait, à Toulouse, je suis rentrée aussi en première année, ouais, parce que du coup, je suis en première année pour faire manipulateur radio. Donc, je suis rentrée dans une école en septembre et en fait, j'avais pas trop d'horaires aménagés. Ce qui fait que même si j'étais à Toulouse, que j'étais très bien encadrée et tout, j'avais tout à côté, avec l'école, c'était un peu compliqué. Du coup, bah, on va dire vers décembre, janvier, ça a été un peu le craquage complet et que bah, je m'entraînais presque plus et tout. Et au final, j'ai démissionné du Krebs en mars. Donc, je suis restée jusqu'à la fin, mais j'ai réellement démissionné en mars. Et du coup, en gros, la dernière grosse compète, je me suis entraînée pour ça. C'était en octobre l'année dernière pour les championnats d'Europe. Et après, j'avais encore les championnats de France, donc je me suis encore un peu entraînée. Mais après, ça a fait que descendre, descendre. Et du coup, bah là, après, entre-temps, j'ai pris 10 kilos presque en un an. Après, je me suis arrêtée de m'entraîner. Mais j'ai quand même fait le championnat de France là cette année, en juin. Je suis arrivée deuxième. Mhm. Après, du coup, bah là, en fait, cet été, j'ai pris une pause parce que j'avais besoin. J'arrivais pas en fait à m'y remettre. Du coup, Mhm. j'ai fait une pause vraiment totale pendant 2-3 semaines. Et là, du coup, je reprends comme si j'étais novice en club et tout. Et du coup, là, ouais, bah, après, je refixe des objectifs petit à petit. Mais du coup, moi, je suis un peu loin, mais ça va. C'est vrai que tu m'avais recontacté justement dans la période où ça allait un petit peu moins. Et puis, Ouais. on parlait justement d'un suivi. Ben, on a une séance samedi, donc on va pouvoir parler de tout ça. Et Ouais. donc, qu'est-ce qui a fait que tu as démissionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, c'est plus. J'ai fini. En fait, au début, tu sais, je m'acharnais beaucoup en me disant enfin, je suis là, il faut que je continue et tout ça. Mais en fait, quand j'ai vu que sur ma santé, ça allait vraiment pas, que ce soit physique ou mental, hein, mais, ça allait vraiment pas. Et que après, mes parents ont vu aussi, ils ont remarqué. Et après, c'est mes coachs de Toulouse Enfin, j'allais à l'entraînement, j'étais sans vie, tu vois. Enfin, j'avais plus rien. Et ils m'ont dit, pour moi, comme enfin, pour tout, il vaut mieux que je démissionne parce que au moins, je n'étais pas engagée dans un truc qui me mettait sous pression et tout. Et
Du coup, voilà, c'est ça, j'ai démissionné officiellement. Après, j'y retournais quand même, hein. Je passais encore mes journées là-bas, enfin, jusqu'à qu'en fait, je sois. En fait, j'ai donné ma démission début mars, mais ça a été accepté genre, début avril. Donc pendant un mois encore, j'y allais. Et après, bon, je les voyais quand même assez souvent et tout ça. À quoi tu voyais que ça n'allait plus ou que tu voyais que ton niveau n'était plus celui que tu attendais? Euh, En fait, je pense que c'est plus les compétitions venaient. Et déjà, moi, j'avais envie. Et après c'était. Non, je le ressentais, j'avais plus envie en fait. Je me trouvais tout le temps des excuses pour pas faire de compète, même des fois pour pas aller à l'entraînement et tout. Vraiment, j'avais une grosse perte de motivation. Et après, c'était en dehors, j'avais plus envie de rien finalement. Parce que j'ai commencé à me dire que j'étais à Toulouse, je suis venue pour le sport et que ça va plus. Et au final, j'étais complètement perdue, tout ça. Alors, je me suis dit, là, c'est sûr qu'il faut que faut que je fasse une pause, quoi. Mince. Ok. Et à quoi tu voyais que tu n'avais plus envie? Est-ce que tu avais certaines routines, certaines choses que tu avais mises en place et que tu voyais modifier par rapport à ton état mental à ce moment-là? Euh, ouais, en fait, le truc, c'est que, il y a vraiment tout le rythme qui a été bousculé parce que je mangeais bien, je dormais bien, j'avais des journées qui étaient rythmées, cadrées, et j'ai perdu ce cadre. Et c'est vraiment à partir de là, je faisais plus rien, en fait. Quand tu dis J'avais que du tu perdais ce m'investir. cadre, c'était à ton arrivée dans le Krebs ou c'était parce que tu changeais d'environnement en fait? Non, parce que je changeais d'environnement, parce que euh, en fait, j'ai eu mon appartement en septembre. Et en Mhm. fait, à partir de là, c'était plus compliqué parce que je mangeais plus au crêpes. Donc, je me faisais moi-même mes repas, ou même Mhm. j'étais plus chez moi quand même. Et je pense que j'ai eu beaucoup d'autonomie d'un coup. Parce que même avec l'école, fallait que je me déplace toute seule. C'était plus, parce que quand j'étais à l'internat, il y avait le bus, tu vois, j'étais bien cadrée, tout ça. Et je pense que là, ça a fait trop. Et là, j'étais Qu'est-ce perdue. qui a fait que tu as pris ton appartement, que tu n'es pas resté en internat au sein du Krebs? Alors d'abord, en fait, à l'internat, une fois que tu as ton bac et que tu as 18 ans, en gros, Tu ils fais te ta disent de vie. ne plus être à Mhm. l'internat. Voilà, c'est ça. Et donc d'abord, j'avais ma chambre étudiante. C'était 2021, non, ouais, 2021, non, 2020, 2021. Et ça se passait encore bien. Parce que, après, c'était compliqué parce que l'année un peu spéciale, l'année 2020, l'année du Covid, c'était spécial. Et, et après, donc au début, quand même, ça allait parce que je mangeais encore au crêpes et j'avais ma fac qui était juste à côté du crêpes. Donc vraiment, c'était tout à côté. Donc j'avais encore mon cadre et tout. Mais quand j'ai eu l'appartement, parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, tout simplement à Toulouse, les prix, j'avais une chambre étudiante où c'était à 18 mètres carrés et au final, j'avais la même chose pour enfin, 35 mètres carrés, tu vois. Du coup, Mhm. je me suis dit, vaut mieux que je prenne un appart, pas trop loin du crêpes, entre le crêpes et mon école, pour que ça fasse un peu un juste milieu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris l'appartement. Ok. Et tu as parlé de la période du Covid. Toi, en quoi ça a impacté ta pratique sportive, cette période justement? Alors, moi, ça a été un peu compliqué parce que du coup, déjà, je suis rentrée en septembre 2019 au Krebs. Je me suis Hmm. directement, je sais pas si tu te souviens, je me suis luxé le genou. Oui, oui, oui. Alors, pour recontextualiser, parce que c'est vrai que nous, on le sait, mais j'ai complètement oublié de le préciser au début du podcast, c'est qu'en fait, Amel, je l'ai suivi pendant 2 ans en prépa mentale, Ouais, quasiment 2 ans. ouais, c'est vrai. Quand moi, je venais d'avoir mon master, où j'étais encore en master, justement, ça faisait partie de mes premières Ouais, années. ça. Toi, tu avais 15-16 ans, je crois, quand je t'ai Ouais, suivi. j'avais 16 C'était ans. vraiment au tout début de ta pratique de haut niveau, en tout cas. Et, euh, Mm. et donc, on s'est rencontrés parce que son entraîneur me suivait sur Instagram, C'est ça. Thomas, et donc il m'a mis en contact avec toi, Amel. Ça a bien matché. On a fait beaucoup de séances. On en a fait au moins une Ouais, dizaine. Il se passait sur quasiment 2 ans. Donc à ce moment-là, ouais, on c'est a ça. travaillé. Bon, on en parlera juste après de ce travail-là. Mais c'est pour dire que voilà, après il y a eu le fait que tu sois allé au Krebs, donc tu as eu beaucoup de choses à faire en fait entre les études, le Krebs. Mm. On n'a pas forcément pu faire de Ouais, séances. c'est pour ça. Mais donc voilà, je te laisse continuer. Mais voilà pourquoi je précisais un petit peu le contexte. Ouais. Ouais, ouais, du coup, ouais, j'ai été blessée. Après, je me suis vite remis. Et au moment où ça repartait, il y a eu le Covid. Donc après, je me suis entraînée chez moi, tout ça. Bon, je m'entraînais encore, donc il n'y avait pas de souci. En revenant au club, parce que c'était l'été, donc j'étais pas au club, je m'entraînais au club.
Je commençais à avoir un peu mal au genou, tout ça. Mais je me suis quand même beaucoup entraînée parce que enfin, les championnats d'Europe étaient encore maintenus. Du coup, pendant tout l'été, je me suis entraînée, j'ai fait les stages avec l'équipe de France et tout. Au final, euh, j'ai pas été sélectionnée, mais on a appris le lendemain qu'ils étaient reportés à l'année d'après, championnat d'Europe. Et du coup, après, bah là, en gros, j'avais une tendinite et qui s'est transformée en fissure parce que j'ai beaucoup forcé dessus. Et en fait, ce qui fait que de septembre jusqu'à enfin, du coup de septembre 2020 jusqu'à février 2021, j'ai pratiquement pas pu faire comme je le voulais parce que j'ai fait des infiltrations, j'ai fait plein de protocoles avec plein de kinés et tout. Et en fait, ça a duré super longtemps et ça a pris plus de la moitié de la saison où j'ai voilà. Et après, j'ai essayé bah, après ça allait mieux et je me suis préparée pour les championnats d'Europe du coup qui arrivaient donc je me suis préparée ouais, tout l'été 2021. Et après, ouais, voilà, ça allait mieux, mais j'avais quand même, j'enchaînais un peu blessure sur blessure, tu vois. Donc, Comment tu l'as vécu, ça, les blessures? alors la première, je pense, ça a été la plus dure parce que je m'attendais vraiment pas, parce que c'était une semaine avant les qualifications au championnat d'Europe, j'étais la plus loin sur les minima, donc je me faisais pas de soucis sur la qualif. Pour moi, c'était presque acquis. Et Mhm. du coup, c'était un peu compliqué de me dire que là, en fait, j'arrivais pas du tout à l'accepter. Du coup, ça, je me suis remise super vite parce que je pensais quand même avoir un petit espoir. Je me disais, bon, si dans un mois, c'est bon, je suis revenue, je pourrais y aller. Mais au final non. Et donc, tu vois, ça a été un petit peu dur. Après, j'ai su prendre le recul qu'il fallait. Et après, ouais, je pense que la tendinite qui s'est transformée en fissure sur le genou, Mhm. c'était pas le plus dur, mais le plus long. Et, et au final, j'avais l'impression que j'allais jamais m'en sortir. Mais après, franchement, c'était un détail parce que quand on s'accroche à ses rêves, on peut pas. Enfin, moi, en tout cas, ça me freinait pas du tout. Ce qui a été le plus dur, c'est l'année dernière. Quand je pense que vu que dans ma tête, c'est mort, en fait, ben, j'enchaînais des blessures, mais qui sortaient de nulle part. Je me suis fait, par exemple, une entorse au pouce, une entorse au petit doigt, mais des trucs que je me suis jamais fait. Des élongations juste en faisant un squat, alors que j'étais entraînée, tu vois. Et, Mhm. euh, et là, À j'ai ton avis, ouais. enchaîné Vas-y, et je vas-y, me suis mis continue. dans un schéma, en fait. Et ce schéma, ça fait que bah, j'avais l'habitude d'être tout le temps blessée. Pour moi, en fait, c'était normal d'être blessée depuis au moins un an. Pour moi, c'est normal d'être blessée parce que je fais que ça. J'ai tout le temps mal et tout. Et la douleur, du coup, maintenant, ça fait partie de l'entraînement, partie de mon quotidien, tout ça, en fait. Tu as appris à t'adapter à elle. Et avec le recul que tu as aujourd'hui, à quoi étaient dues ces blessures, à ton avis? Euh, je pense que. Alors, il y a eu plusieurs phases. Je pense qu'au début, déjà, après, il y avait beaucoup de fatigue et je voulais pas admettre que j'étais fatiguée. Donc, c'était plus des blessures de fatigue parce que c'était. Voilà, mon corps, il disait stop, mais je l'écoutais pas. C'était plus ça. Et après, les autres blessures que j'ai eues, je pense que c'était parce que, en fait, je cherchais la blessure. Parce que j'étais tellement mal d'un côté que j'attendais d'être blessée pour pouvoir me reposer. Ok. Mais c'était plus inconsciemment. Je me suis Mhm. rendu compte après, tu vois. Tu Et cherchais du réconfort à travers la blessure et comme ce qu'on appelle les stratégies d'auto-handicap, c'est le fait de soit inventer, soit surestimer, soit justement, comme tu dis, chercher à avoir une blessure pour que s'il y a un échec ou s'il y a une réussite, tu aies comme une sorte d'excuse toute prête pour ouais. justifier de ce résultat-là, qu'il soit positif ou négatif. Donc, si c'est un échec, Mhm. c'est vrai, mais j'étais blessée, vous voyez, regardez mon coude. Si c'est Mhm. une réussite, oh, regardez, j'ai réussi malgré que j'ai ce problème-là au coude. Et donc ça, les Mhm. stratégies d'auto-handicap, malheureusement, elles sont utilisées quand justement les performances nous font défaut, quand il y a plein de problématiques. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. On a travaillé ensemble, on sait à peu près de quoi il s'agit, mais par exemple, ça peut être manque de confiance, problème d'estime de soi, et donc tout ça va générer le fait d'utiliser ces stratégies d'auto-handicap pour un peu se déresponsabiliser des résultats et se dire, ouais, mais regardez tout ce que j'ai. Physiquement, je ne peux pas. Ouais, Mais bon, ouais, on le sait que c'est le ça, c'est ça. physique aussi transmet tout ce qu'il se passe dans la tête. Donc on a beau essayer de le cacher et ça ressort quoi qu'il arrive et ça fait mal, comme tu le dis. Ouais, ouais, ça a été très compliqué.
Ok, et donc c'est vrai que bon, dans l'enchaînement, on a parlé directement des difficultés, etc. Moi, je voulais revenir quand même sur Ouais. ton meilleur souvenir que tu as eu en haltéro, ta meilleure expérience, que ce soit une compétition, un moment qui t'a marqué à l'entraînement, ça peut être une rencontre, vraiment le moment qui te marque le plus dans ta pratique de l'haltéro, ton meilleur souvenir, celui qui te génère le plus d'émotions agréables aujourd'hui quand tu y repenses. Euh, alors, c'est vrai que j'en ai plein. J'ai jamais réfléchi à cette Tu question. peux dire plein si tu veux aussi. Ouais, j'en ai plusieurs. C'est pas plein, mais j'en ai plusieurs. Mais je pense qu'en fait, c'est à chaque fois que j'ai des rencontres internationales, on va le dire. Et un de mes meilleurs souvenirs, c'est un stage. J'ai eu la chance de le faire. Un stage à Valence. Mhm, C'était en 2018, je crois. Euh, et en fait, c'était un stage qui regroupait 4 athlètes de chaque pays, de la même tranche d'âge, c'était que des cadets, donc des U17. mhm. Et donc, ouais, il y avait des Ukrainiens, il y avait des Espagnols, des Italiens, tout ce qui était. Enfin, c'était super. Et c'était pour. C'était une campagne antidopage, en fait. Et on s'est tous entraînés ensemble. Et en fait, juste de voir que. Parce qu'en fait, en France, on n'est pas énormément, en fait, en haltéro. Même Vous si. connaissez tous, les Voilà, regroupements, ah oui, c'est ça, c'est voilà. sûr. On se connaît tous et on a tous la même façon de s'entraîner parce qu'en soi. Il n'y en a pas 10 000, mais quand tu vois les autres pays, comment ils gèrent la chose, c'est quoi leur vision de l'haltéro, puis même genre leur quotidien et tout, Mhm. comment ils le vivent. En fait, tu découvres plein de choses et ça, j'aime bien parce que même en compète, hein, même en compète, quand l'année dernière, j'ai fait les championnats d'Europe en Finlande, avec les Italiens, on a plus discuté et tout, et ça a permis de voir un peu aussi comment ça se passe chez les autres, quoi. Quelle était leur vision du coup? Qu'est-ce que tu as découvert de l'haltéro? Euh, bah, ouais, alors déjà, dans les pays, je dirais dans les pays de l'Est, Mhm. l'Ukraine, tout ça, en ce moment, c'est beaucoup les Ukrainiens qui sont mis en avant, mais après, bon, il y a les Russes et tout. Eux, c'est plus un peu comme, je sais pas, c'est un devoir, on va dire. Tu vois, eux, c'est vraiment, ils sont très, très fiers, bon, après, ça se voit qu'ils sont contents quand même, hein, mais tu vois, ils sont pas, nous, c'est vraiment, par exemple, en France, on voit ça un peu comme un loisir et enfin on essaye en tout cas parce que Altero ça n'a pas forcément une image de sport loisir quoi et là-bas ouais, c'est vraiment hyper ça se voit, c'est strict, ils sont super bon, ils sont sérieux un peu comme tout le monde mais c'est comme un devoir Ça tu fait vois plus sens en eux dans leurs valeurs et dans l'aspect c'est ça. justement régulier, l'aspect tous les sports en général. Je pense aux sports de combat justement Mm. où c'est davantage une mission de vie quoi. Ouais, c'est ça. Après par exemple les Italiens ou même Mhm. les Italiens c'est plus particulier aussi parce qu'ils sont très forts aussi par rapport même au niveau mondial ils sont très forts et eux ils tombent dedans quand ils sont tout petits. Et c'est très famille, en fait. Ils se considèrent un peu tous comme une famille. Ils ont vraiment un esprit famille, quoi. Et puis après, bon, il y a beaucoup d'histoires de les athlètes. Leurs pères sont coachs d'équipe Mhm. nationale, etc. Après, les Espagnols, eux, ils sont plus... eux, c'est vraiment le loisir, quoi. C'est vraiment... Ils sont contents, ils sont tout le temps... voilà, c'est vraiment... Ils prennent du bon temps et tout quand ils sont en compète, comme l'entraînement. Mhm. Et voilà. Et qu'est-ce Après, qui t'a inspiré dans ces visions? je pense que quand j'ai fait le stage à Valence, ça m'a permis de voir que en fait, je pouvais combiner un peu. Parce qu'en fait, là, j'étais dans un état d'esprit, genre je voulais conquérir. Tu vois, c'était en 2018, je venais de faire les championnats Mhm. d'Europe. J'étais à fond dedans. Fallait que j'aille au maximum et tout. Et, et en fait, en voyant comment les autres, même ceux qui ont un haut niveau, même plus haut que moi, comment ils gèrent en fait leur préparation, tout ça. Mhm. Et ça m'a permis de prendre quelques idées. Genre, je me disais, ouais, bon, là, tu vois, par exemple, les Ukrainiens, quand ils s'entraînent, ils écoutent et ils disent rien. Ils écoutent, mais ils donnent pas leur avis. C'est-à-dire, l'entraîneur va dire, tu vas faire ça, ils Mhm. font ça. Et par exemple, quand je voyais les Espagnols, ils discutaient beaucoup. Même les Italiens, ils discutent beaucoup avec leur coach. Et, euh, et je pense que déjà, ça m'a ouvert un peu l'esprit pour me dire, ouais, voilà, t'es pas toute seule avec ta barre, tu vois, il y a les coachs qui sont autour, tu peux bien parler avec eux, communiquer sur ta façon de voir les choses et tout, c'était une chose que j'avais du mal à faire.
Et du coup, je pense que ça m'a bien aidé au niveau de la communication, je pense. Toi, tu l'as vu dans J'ai- l'aspect solidarité, j'ai un entraîneur qui est là pour m'indiquer les choses. Est-ce que tu l'as vu aussi dans l'aspect respect du coach, on Ouais, c'est peut ça. dire, peut-être qu'en Mhm. France, comme tu disais, vu que c'est un peu plus loisir, peut-être que la, le discours du coach peut-être est remis en question, ou alors il y a une recherche de d'amusement continu, et peut-être que, si j'entends, hein, tu me corrigeras si Mhm. j'ai mal compris, peut-être que dans les pays de l'Est, tu l'as plus vu comme, tiens, le coach va dire un truc, je l'obéis, je discute pas, j'obéis, et du coup, ça Ouais, dresse un peu plus le mental, l'attention portée vers les consignes. ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout qu'en 2018, j'étais encore en club et c'est sûr que bah, le coach de club et le coach d'équipe de France, c'est pas pareil. Mais c'est vrai que dans l'état d'esprit, c'est à peu près le même. C'est ça que en France, on va pas. J'ai jamais eu un coach qui me dit tu fais ça et tu t'es, tu vois. J'ai jamais eu ça. Mais au moins, ça permet de valoriser un peu sa parole parce que quand j'étais en stage et tout ça, au tout début, il y en avait plein où, enfin, quand le coach il me disait de faire ça, ouais, mais je vais pas le faire, tu vois. Parce que après, je pense que c'était cette recherche. En fait, après, j'étais jeune, donc c'est pas pareil, mais je cherchais pas forcément à comprendre de pourquoi j'allais faire tel exercice ou telle chose, ou je comprenais pas forcément pourquoi on travaillait sur ça. Et je pense que le fait de communiquer, de voir ce que lui attendait et de voir ce que ça allait m'apporter, j'ai compris. Et voilà, en fait, c'était ça. C'est la base. Donc toi, aujourd'hui, justement, tu as vécu l'haltéro quand tu étais jeune et maintenant que tu as un peu plus de recul, pour toi, selon ta pratique, c'est quoi un bon coach, un bon entraîneur d'haltéro? Euh, je dirais c'est celui qui t'écoute, mais autant que toi, tu l'écoutes. Il faut que ce soit vraiment très... Enfin, en fait, ce soit égal, simplement parce que euh, si ton coach t'écoute trop, bah forcément, ça va pencher plus d'un côté que de l'autre. Mais, euh, mais je pense que, ouais, un coach qui écoute bien tes besoins et qui essaie aussi changer sa manière de faire selon les profils, parce que c'est assez fréquent qu'il y ait un coach pour un athlète. Tu vois, souvent, ça match avec un athlète et voilà. Mais Mhm. il y a des très bons coachs qui arrivent à bien en fait, être flexible en fonction des profils. Donc, si le coach t'écoute et il te permet de modifier, par exemple, sa séance, d'être, tu vois, de pouvoir, je sais pas, c'est pas, il va pas te faire un plan et te dire, voilà, ça c'est le plan, c'est ce que j'ai décidé pour toi. Même si je sais que tu as besoin de ça et tout, c'est ça qu'il faut faire. Non, tu vois, c'est ça, enfin, ça va pas. En tout cas, avec moi, ça fonctionne pas. Donc Peut-être d'un qu'avec côté, d'autres. la vision des pays de l'Est t'inspire parce qu'il y a ce côté respect du coach, etc. Mais toi, tu as quand même Mhm. besoin de comprendre ce que tu fais. Mais d'un autre côté, Ouais. la compréhension, ça peut te mener à un manque de rigueur parce qu'à force de comprendre et de vouloir tout saisir Mm. dans l'entraînement, ça te permet pas de le faire. Mais toi, aujourd'hui, c'est quoi ton juste équilibre au-delà de l'écoute? Là, c'est un premier point. Et Moi, c'est je pense que un point. c'est une fois que par exemple, le plan est fait, même si c'est juste comprendre. Je veux pas être d'accord, tu vois, par exemple, même moi, si j'ai une vision de, ouais, aujourd'hui, imaginons Tom, mon coach, il va me dire, voilà, aujourd'hui, on va faire des épaules. Et moi, je lui dis, ouais, mais non, parce que moi, je vais pas faire des épaules. Lui, en ce moment, j'ai mal au poignet, c'est mieux qu'on fasse des avant-bras. Et que lui, il m'explique, même si je suis pas d'accord, juste le fait d'expliquer, je pense que ça va mieux passer entre guillemets, mais je vais l'écouter dans tous les cas parce que je lui fais confiance. Je pense qu'il y a aussi Mhm. la confiance qui est très importante aussi. Et je pense que ouais, c'est un peu le juste milieu, mais je pense que sur le fait que le coach m'écoute, je pense que je l'ai beaucoup appris ces dernières années parce que avant, j'étais un peu comme ceux des pays du l'Est, tu vois, genre les Ukrainiens, ben, tu me disais un truc, je le faisais. Et c'est tout. Je donnais pas mon avis et voilà. Mais l'année dernière, du coup, j'ai appris à plus m'ouvrir, plus parler, communiquer. Et je pense, enfin, j'ai trouvé que c'était important qu'on m'écoute aussi. Et c'est depuis là que maintenant j'ai envie de donner mon avis, quoi.
Après, Pendant inconnu. les séances, c'est vrai qu'on était aussi amené à faire plusieurs exercices sur l'expression des besoins, des émotions, Ouais, des choses que tu me disais justement que tu voyais pas à l'entraînement. Et on faisait, ouais, tu te rappelles, des cartes des besoins ou des choses comme ça, tous les petits ouais. exercices qu'on faisait ensemble. Toi, qu'est-ce qui t'a permis d'apprendre à exprimer tes besoins, justement? Moi, je pense que, bah, en fait, dis-toi que je me rappelle, on avait fait un exercice sur ça parce que j'avais un peu des appréhensions quand, en arrivant à Toulouse, si j'arrivais à Hmm, bien communiquer avec les coachs. Parce que ouais, j'avais du mal au début. Et au final, après, bah, plus j'essayais et plus j'y arrivais, en fait. Donc, j'ai fini par arriver à communiquer et tout avec les coachs. Et ce qui a été le plus dur, on va dire, c'était là, cet été, quand je suis revenue en club. Et que là, en fait, vu que mon coach de club, Thomas, il n'était pas avec moi pendant ces 3 ans, quand je mais suis oui. revenue, il a, il m'a bien montré qu'en fait, c'était un peu frustrant pour lui de m'avoir vu pendant 3 ans, enfin, de m'avoir pas vu pendant Ouais. 3 ans et que j'ai pas forcément progressé et que, en fait, il était un peu frustré Oui, parce et qu'il a travaillé pour toi, il s'est investi pour toi. Et c'est vrai que les 3 ans, peut-être en fonction des attentes que vous avez eues chacun, c'est ça. ça ne répondait pas forcément à ce qui était Mhm. souhaité. Voilà. Tu dis, on avait fait un exercice qui Ouais. t'avait marqué, c'était lequel? C'était celui où il y avait le message que je voulais faire passer, tu sais, avec les moyens. Mhm. Et après, ça revenait comme ça. Là, c'était à chaque fois. Tu vois de Je quoi me je rappelle, parle. mais franchement, c'est une bonne mémoire parce que depuis 3 ans, c'est c'est ça. En fait, on faisait Ouais, l'exercice ah, des. mais parce que je l'ai Ouais. ressorti en fait. Justement, je Ah, l'ai super. ressorti quand je suis revenue et que du coup, Thomas, il voulait que j'aille m'entraîner tous les jours à fond. Et c'était au moment où je me suis dit, là, il va falloir que je communique. C'était très, très compliqué. J'ai cherché plein de manières de faire. Et Mhm. je me suis rappelé que en fait, c'était simple, j'avais juste à aller rechercher dans mes souvenirs et dans mes papiers, parce que j'ai toujours le petit dossier et tout. Petit Et je carnet, suis partie oui. rechercher. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai refait Tout l'exercice. est là. Tout était déjà là. C'est pour ça qu'en fait, on dit en Voilà. préparation mentale, on fait les exercices. Attends, il y a un tracteur qui passe. Je coupe mon fond. Les aléas de la campagne. Le petit coucou. Bon, voilà, bon, ça arrive vu que je suis dehors. Euh, donc, je disais par rapport à cet exercice, tout ce qu'on fait en préparation mentale, ça a. Attends, désolé, il y a Zoom qui me met un truc, parce que ça fait Ouais. 10 minutes, mais c'est pas grave, on refera une nouvelle réunion. Bon, bref, que tout ce qu'on fait comme exercice, ça a de la valeur sur le moment parce que ça correspond à une situation et qu'on va venir personnaliser les choses en temps et en heure. Mais Ouais. même 3 ans après, tu te dis, mais en fait, on avait utilisé cet outil et maintenant que tu as du recul et qu'on a travaillé ensemble, que tu as une meilleure connaissance de toi, tu peux Mhm. le repersonnaliser à nouveau ou avec la prépa mentale parce que c'est important aussi, mais c'est pour ça qu'on refait le point très bientôt pour justement reparler de tout ça. C'est important de se dire qu'on a déjà tout en nous maintenant. C'est bien si quelqu'un t'y accompagne pour y accéder plus facilement et pour C'est aller ça. chercher, bah, quand tu es sportif de niveau, t'as pas le temps de te dire ça viendra quand ça viendra. Non, tu as besoin de performer tout de suite maintenant, faut Ouais. apprendre à gérer tout ça. Et donc pour Mhm. expliquer l'exercice, parce qu'on en a parlé sans vraiment expliquer tout ça, nous on Ouais. voit de quoi on parle, mais en gros c'est un exercice sur la problématique, l'objectif et ensuite les moyens à mettre en œuvre. Et ensuite le moyen, on trouve comment on va mettre en place un autre moyen pour mettre en place ce moyen. Et en fait ainsi de suite, ça crée un tableau avec une dizaine de moyens qui vont être le moyen du moyen ci-dessus. Et à la Mhm. fin, on a une action finale qui résume finalement toutes les étapes qui te permettent d'arriver à l'objectif initial. Donc l'idée, c'est vraiment de redécouper, de se dire, tiens, mon objectif demain, ça va être de me faire 150 kilos au squat. J'invente. Ok. Qu'est-ce qui me permet d'arriver à ça? Ok, mais il faut que j'ai une meilleure mobilité. Qu'est-ce qui me permet d'avoir une meilleure mobilité? Il faut que je fasse cet exercice-là. Pour faire cet exercice-là, de quelle façon je peux le mettre en place? Ben, en fait, il faudrait que le matin, je me dégage 1 heure pour pouvoir faire ma routine de mobilité. Mais du coup, comment je peux mettre en place ma routine du matin? Il faudrait que je demande à mon entraîneur de me laisser 10 minutes. Enfin, tu vois, plein de petites choses comme ça qui Mhm. se C'est déroulent, ça. se déroulent, se déroulent, se déroulent. Et ça peut aller jusqu'à 20 points différents Mhm. sur lesquels on va dérouler tous les moyens. On va étudier chaque obstacle et à chaque obstacle, on va trouver une solution à l'obstacle. On avait fait aussi l'exercice des routines, là, des comment mettre en place ma routine. Tiens, si j'ai Mhm. 10 minutes pour mettre en place ça, qu'est-ce que je trouve comme solution? Et tout ça, c'est Ouais. la préparation. Tout ça, ça demande du temps et un accompagnement surtout. Ouais, c'est Euh, ça. donc voilà, donc tu trouves qu'en termes de communication, tu as vachement évolué et c'est ça qui Ouais. t'a permis aussi de revenir un peu mieux quand tu revenais au club avec Tom. Ouais. Donc là, t'es revenu depuis un petit moment.
Enfin, depuis quelques... Ouais, depuis début juin à peu près. Ouais. Ah oui, ouais, depuis 4 mois. Alors, je voulais te poser une question avant de démarrer sur les autres choses. Toi, à la base, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de l'haltéro en ce moment parce qu'avec le CrossFit, c'est assez, Ouais. et ça revient. On voit de plus en plus de gens faire de l'haltéro. Toi, quelle a été ta porte d'entrée vers l'haltéro? Qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer ce sport? Moi, je suis venue par hasard. Moi, je suis allée par hasard à la salle. Parce qu'avant, je faisais du basket et puis après, ça a été. Il n'y avait plus Je sais d'équipe, que du coup. tu as commencé très jeune. Rappelle l'âge à quel tu as Oui, commencé? 12 ans. 12 ans, 12 j'ai ans. mis. 12 ans. 12 ans, moi je C'est pour joue ça au que j'ai beach, mis les moi, par cales. exemple. On n'a pas la même vie. C'est vrai. Ouais, et du coup, 12 ans. Après, déjà, à la base, voilà, je suis arrivée et pour moi, j'allais pas continuer parce que je connaissais pas du tout ce sport. Déjà, je suis arrivée, j'ai vu des gens qui soulevaient des poids. Je me suis demandé comment c'était possible, déjà, de vouloir faire un sport comme ça. Et après quelques séances d'initiation, bah, finalement, j'ai trouvé ça cool parce que, bon, après, j'allais pas toute seule, j'allais avec un ami à moi. Donc, du coup, on était à chaque fois tous les deux, on Hmm. était très motivés et tout ça. J'allais à peu près 3 fois par semaine. Et après, on a commencé les compétitions. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai eu la première compétition, puis la deuxième, j'ai vu la façon dont on se met dans une bulle et tout ça. Je me suis dit, ah, c'est super intéressant en fait, de comment on va vivre la compète. Et du coup, j'ai fait la première année, voilà. Et après, je fais directement championne de France. Et c'est peut-être là qu'on m'a dit, bon, t'as peut-être un peu de potentiel et tout ça. Je devrais continuer. Donc après, j'ai fait des stages et j'ai vu que j'étais pas toute seule à le faire, que finalement, on était quand même plein de jeunes et tout. Et après, je pense que ouais, c'est plus. Il y a eu beaucoup de l'ambiance de l'altéro, la fédé et tout ça, on se connaît tous. Donc voilà. Et après, voilà, vraiment l'aspect compétitif. C'était ça. Donc, c'est d'abord parti de la découverte d'un sport, d'un mouvement, donc de Mm. l'apprentissage technique, le fait d'être avec un ami aussi, ça te permet de développer Ouais. plus de motivation, de plaisir. Puis au fur et à mesure que tu pratiquais, que tu avais un apprentissage technique important, tu as eu un certain niveau et donc on t'a proposé des objectifs adaptés à ton niveau et de compétence en compétence, c'est là que tu as monté et que tu as pu arriver à un niveau de compétition de haut niveau. Ouais, Et c'est ça. tu as pris connaissance de la cohésion de groupe, sur les valeurs de ce sport, Ouais, de l'ambiance en général, et c'est ce qui t'a permis de perdurer, si j'ai bien compris. Puis après, ouais, c'est ça. voilà, Ouais. forcément, il y a la motivation donc intrinsèque au départ, Oui, et c'est sûr. l'intrinsèque qui vient, Mm. ça vient. Ok. Ouais, c'est ça. Surtout que, en plus, en altéro, la progression, tu la vois tout de suite. Mm. Ça se voit sur les barres. Et en fait, tout peut être un objectif. En fait, à force de te donner plein d'objectifs, tu t'atteins, et puis plus t'en atteins, et plus t'en veux d'autres. Et T'es accro du aux coup, ça sentiments va de très vite. compétences, de réussite que tu développes assez rapidement. Ouais. Sauf quand il arrête de venir. Parfois, ça arrive dans la pratique. Ouais. Ok, et donc, toi aujourd'hui, c'est comment tu vois l'haltéro? On a parlé des visions des autres pays, etc., dans les rencontres que tu as pu faire. Toi, comment tu vois l'haltéro aujourd'hui? C'est quoi pour toi ce sport? Pour moi, ça m'a permis de grandir. Ouais, c'est facile à dire, hein, mais vraiment, ça m'a accompagnée pendant toute la période d'adolescence, hein, et ça m'a construit aussi parce que même si, euh, même si on est une personne à part entière, bah, l'haltéro, ça fait quand même beaucoup partie de moi. Et enfin, même quand je vais me présenter à quelqu'un, je vais dire dans la foulée que je fais de l'haltérophilie et que je suis Mm. sportive de niveau. Donc, ça fait vraiment partie de moi. Après, c'est vraiment c'est mon quotidien, quoi. Je fais presque tout en fonction de ça. Et, enfin, vrai, on le dit tout le temps, mais c'est tous les sportifs de haut niveau. Je pense que on mange, on dort, haltéro, on sort haltéro, on va s'entraîner. Et puis, après, moi, c'est ma manière de m'exprimer à moi. Je pense aussi que ça m'a. Je pense que ouais, ça m'a bien affirmé, ça m'a donné ma personnalité aussi, parce que il y a plein de choses qui. Moi, je me considère comme une personne qui est assez persévérante. Et Mhm. l'haltéro, ça m'a permis de développer ça. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, quand tu regardes un petit peu tout ce que tu as vécu en 8 ans, euh, qu'est-ce que tu as besoin comme ressources pour performer, comme ressources mentales, je précise, dans le sens où
Aujourd'hui, tu as eu beaucoup de compétitions, tu as eu beaucoup de Mhm. changements d'environnement, tu as vécu plein de contextes différents dans l'haltéro. Mhm. Tu te rends compte que tu as besoin de quoi pour performer dans ta tête? Comment tu as besoin de te sentir pour performer? Euh, je pense que bah, la confiance en moi, je pense que ça a été très bon. Après, c'est vrai qu'au début, j'avais pas de problème, on va dire entre guillemets sur ça. J'avais pas de, c'était pas ça m'a pas mis de frein. Puis avant de commencer à travailler avec toi, c'était justement, ça commençait à devenir un frein. C'est pour ça que je voulais Mhm. travailler dessus. Et une fois que ça va de mieux en mieux, ben, je me sens confiante que ce soit à l'entraînement, autour. Et ça, c'est juste l'état d'esprit qui fait que je suis à ma place, je suis bien où je suis, j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà, quoi. En fait, je pense que c'est l'état d'être serein, on va dire, je pense. Ça m'a permis une certaine. Donc la sérénité que tu ressens vis-à-vis de toi, ta place dans ce sport, ça t'a permis d'avoir confiance en toi, de te sentir justement aligné à ta place, Mhm. légitime aussi. Tu as C'est commencé très ça. jeune, tu as monté très très vite. Et même si tu me dis souvent que oui, tu as été la favorite, tu as été placée directement, ouf, Amel, Mhm. eh bien il y a toujours ce travail à faire. Mais le développement de cette confiance-là, grâce à ce développement-là, ça te permet de te sentir mieux dans ton sport. Quelle Mhm. C'est ça. autre ressource tu aurais besoin par la confiance en soi? Hmm, je pense qu'après, je sais pas si c'est une ressource, mais la motivation, je sais pas si ça c'est compté comme une ressource. Ça compte, oui. Mais Je te j'ai compte. j'ai toujours forcément besoin d'une motivation. En général, c'est les objectifs. Quand je me fais des objectifs, c'est forcément motivant pour moi. Après, Tu as besoin d'objectifs, tu as besoin de motivation, de confiance en soi. ouais. Ensuite, Ok. je voulais te poser d'autres questions, à savoir un petit peu tes prochains projets. Un projet. Donc, savoir tes nouvelles compétitions, qu'est-ce qui allait arriver pour toi. Alors là, ce qui arrive, c'est pour l'instant, j'ai le championnat de France par équipe, le top 9 féminin. Donc ça commence dans un peu plus de 2 semaines. 2 semaines et Ok. demie. Ce sera où? Et ce sera à Saint-Maur. Ah oui. Ouais, à Oh, Saint-Maur. peut-être que je C'est un peux gros. venir. Attends. Non, je pourrais. Je sais pas, je te dirai. J'aimerais bien, Ok. moi. Sinon, après, j'ai plein d'autres compétences, hein. J'étais venue Mais te voir, tu te rappelles, à Franconville. oui, je m'en souviens. Ouais, ouais, je m'en souviens. Qu'est-ce que c'était loin. Je me rappelle, j'ai fait un pèlerinage pour venir. J'ai pris 3 bus, un métro, le RER, le Ah oui, train. Oh c'est là vrai. là là là. À l'autre bout du monde, C'est Franconville. vrai, je m'en souviens. Non, mais surtout les bus là-bas. Enfin, c'est pas la RATP. Et oui, oui, je me rappelle très bien. Cette compétition, tu avais bien perfé en plus. Donc, c'était très bien. Ouais, c'était cool. Ouais, c'était cool, je m'en souviens aussi. Et ouais, Ensuite, du tu as coup, prévu d'autres en termes de compétition. après, cette année, je préfère pas me fixer trop d'objectifs tout de suite. Euh, mais plus dans le. C'est non, je me remets dans le bain. Parce que ça fait quand même. Ça fait réellement une bonne année que j'ai pas été à fond Mhm. dans les compètes et tout. Je pense que c'est mieux plus me remettre dans le bain, ouais, parce que même j'ai pris 10 kilos, je vais pas rester dans cette caté parce que bah, déjà, je me sens pas dans ma caté, tu vois. Après, ouais, reprendre tout le rythme là jusqu'à janvier, en fait, c'est plus reprendre le rythme de l'entraînement, la diète, tout ça, et puis voir si ça descend, et après me refixer des objectifs. Mais je pense que pour l'instant, c'est plus le bien-être à l'entraînement et tout, parce D'accord. que en fait, j'ai frôlé le... Je veux plus m'entraîner. Je veux plus faire d'haltéro. Tu vois, j'étais à ça, hein. Mhm. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, là, je vais reprendre doucement. Je reprends du plaisir. Ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre les bonnes Comment tu sais sensations. que tu reprends du plaisir maintenant? Eh ben, j'ai tout simplement envie de me lever le matin et me dire, bon, j'ai hâte, tu vois, d'aller à la salle. J'ai hâte d'y aller, quoi, de m'entraîner, de voir. Après, c'est aussi l'environnement, quoi, de revoir tout le monde, tout ça. Ça fait du bien de se dire que voilà, je suis dedans. Parce que même quand j'étais à Toulouse aussi, j'avais plus trop ça. Puisque je revenais une fois dans le mois, au mieux, une fois dans le mois. Donc, tous les gens de mon club et tout, maintenant, ils sont contents de me voir. Moi, je suis contente de les voir et de voir comment ça a bougé, quoi. Donc, c'est cool. Et dans quel état d'esprit tu es maintenant pour ce nouveau départ? Euh, je suis.
Là, pour l'instant, je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de reprendre les habitudes qui... Bon, attends, je vais arrêter de faire moins de bruit parce que... Je sais pas si tu les entends, mais... Non, pas trop, t'inquiète, ça va. Donc voilà, petite pause. J'en profite pour vous dire que tout va bien, que nous sommes... tout va bien. Oh, c'est bon. Bon, t'inquiète, on n'entendait pas De grand. boxe. Ça Mais parle bon, de j'ai boxe. envie que tu te sentes bien. Donc si c'est un bruit qui te gênait, mieux vaut que tu l'arrêtes. Du coup, ouais, du coup, là, je pense que je suis dans un état d'esprit où j'ai envie de retrouver ce qui me mettait bien avant. Et... Parce que là, pendant un an, il n'y avait rien qui me faisait du bien, tu vois. Je subissais. Et là, j'ai plus envie de subir, j'ai envie d'être bien. Et sans me prendre forcément la tête et tout, tu vois, de pas trop prendre au sérieux. Là, pour l'instant, je suis sur la route vers le haut niveau. Tu vois. Qu'est-ce que tu as changé dans ta pratique pour ce nouveau départ? Euh, je m'écoute plus, on va dire. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai un rapport avec la douleur qui fait que bah, maintenant, j'ai plus envie d'être habituée à ça. Et dès que Mhm. j'ai mal, je préfère. Enfin, pas dès que j'ai mal, je veux pas dire oh, j'ai mal, je veux pas l'entraînement. Mais c'est plus j'ai mal, pourquoi? Plus chercher, écouter mon corps. Me dire que, par exemple, la semaine dernière, euh, j'ai voulu m'entraîner 2 fois tous les jours. 2 fois par jour, tous les jours. Que bon, tout l'été sans s'entraîner et tout, c'était un peu compliqué. Bah, au bout du deuxième jour, je me suis dit, bah non, ça va pas être possible. Et à la place, je vais faire autre chose. Après, on va dire que l'haltéro, c'était vraiment mon premier plan, ma première priorité, et que maintenant, il y en a d'autres. D'accord. Ça prime, mais un peu moins, tu vois. Par exemple, euh, je vais prendre un exemple tout bête, hein, mais c'est rien de... Par exemple, le 5 novembre, j'ai une compétition. C'est le deuxième tour du top 9. Et enfin, le même jour, j'ai le mariage de mon cousin. Et avant, j'aurais dit, ben, c'est pas grave, je m'accompète. Je m'en fiche, c'est l'haltéro d'abord. Alors que là, j'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être pas, parce que pendant 3 ans, j'ai mis ce côté, de côté un petit Privé peu. pour ça, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, j'ai envie d'être un peu avec ma famille et tout, parce que je les retrouve eux aussi. Et du coup, bah, voilà, j'essaye de jouer un peu entre les deux, et comme ça prend pas toute ma tête. Et maintenant, parce qu'avant, c'est vrai que tu avais ce projet de haut niveau, les JO, est-ce que c'est toujours d'actualité? Comment tu te projettes? Alors, ouais. Je me projette plus pour 2024 parce que j'ai fini par accepter que fallait pas un miracle, hein, mais là, voilà, fallait que par exemple, là, si j'étais à l'INSEP, ok. Mais là, du coup, non, vu que je me sens pas prête. Donc voilà, je vois les autres ils progressent vraiment bien, tu vois. Et puis même en faisant les comptes, tout ça, il faudrait vraiment que il y ait un miracle, presque. Parce que voilà, je suis un peu loin. Le temps que je revienne sur mes pattes, que après je progresse, je reprogresse, et après je passe devant. Il y a du boulot encore. Donc je me projette plus pour 2024, mais pour 2028. Et du coup, le travail est plus long, Mhm. mais oui, c'est toujours d'actualité, les JO. Des bravo, super, très bien. Aujourd'hui, si tu avais des débutants en haltéro qui commencent, quel conseil tu pourrais leur donner? Euh, Qui commencent à faire de la compétition. ouais, ouais, ok. À faire de la compète, Mm. euh, je pense de. Bah, en vrai, en haltéro, je pense que je dirais. Attends, je vais essayer de le bien le formuler. T'inquiète pas, fais avec tes mots. Déjà, là-bas, c'est de prendre du plaisir. C'est tout bête, mais c'est vrai qu'en haltéro, on n'a pas forcément tendance à le faire parce que c'est très compétitif en soi, parce que tu fais contre toi-même, mais aussi contre les autres. Et on voit tout de suite l'aspect de compétition dans la compétition. Mais en réalité, quand tu fais une compétition, c'est un partage, tu vois. C'est que même avoir plein d'équipes contre nous, même si c'est la finale, prendre du plaisir et voir comment les gens ils peuvent le voir, en fait. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de quand on fait des top 9 contre Saint-Maur. Mhm.
Et eux, les gens de l'INSEP, ils n'ont pas du tout la même vision, ils vivent pas du tout la même chose. Parce que, eux, par exemple, moi, je vais prendre Anaïs Michel. Anaïs Michel, elle a fait plein de compètes dans sa vie. Et, et de voir un peu comment elle va aborder la compète, même si toi, tu es débutant, tu pourrais regarder un petit peu, de voir un peu comment ça se fait. Parce que, mais en haltéro, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de. Une compète, ça se fait comme ça se fait comme ça. Et au final, bah là, quand tu es débutant, tu en prends plein la vue quand c'est des grosses compètes comme ça. Et même quand tu commences la compète, tu te dis, ah là, Hmm. il y a ça il y a ça qui est bien. Oh, quand je rentre sur le plateau, je pourrais faire mes petites routines, des trucs qui peuvent bien marcher, tu vois. Et c'est pas forcément ce à quoi on réfléchit, mais c'est vrai que les routines en haltéro, c'est important. Parce que en compète, comme je te disais tout à l'heure, quand je te mets toute seule dans ta bulle, bah, si tu sais pas te mettre dans ta bulle, il faut savoir ce qui fonctionne pour toi. Et c'est bien de prendre un peu ce que les autres, comment les autres y font. Et je pense que comme ça, tu peux. Donc de prendre du plaisir, d'avoir des routines, de regarder un peu ce Ouais. que font les autres. Toi, ça t'a aidé de regarder ce que font les autres? Ouais, moi, ça m'a beaucoup aidé, ouais. D'accord. Et un petit dernier conseil où tu penses que tu as fait le tour? Euh, Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour, je pense. Super. Très bien, très bien. Et donc tes projets, on en a parlé. Ben écoute, oui, dernière question. Euh, Sur le travail qu'on a fait en préparation mentale ou même sur des choses qu'on a vues à l'entraînement avec ton entraîneur, euh, Ouais. sur l'aspect mental, quel outil, toi, t'as fait le plus progresser, t'as le plus marqué dans ton projet sportif? Alors, moi, je pense que ça a été. Attends, c'était quand? En fait, je pense que l'imagerie mentale m'a beaucoup aidée parce qu'en fait, au tout début, j'étais un Mhm. peu. Tu sais, j'avais du mal au début. Je me rappelle que j'avais du mal à lâcher prise tout simplement et Mais à oui, me oui, problèmes de concentration, etc. Et, et je pense que ça a été très, très bénéfique pour moi parce que même dans n'importe quelle situation, finalement, pas que en haltéro, je l'ai utilisé. J'ai fait de l'imagerie mentale, c'était très. Enfin, en fait, moi, j'ai trouvé ça grave bénéfique parce que quand on fait de l'haltéro, on va pas forcément, même pas que l'haltéro, hein, mais un sport en général, on va pas forcément penser à la préparation mentale. On n'est pas, en haltéro, on n'est pas tous sensibles à ça. Et je pense que, alors que pourtant, on le dit et on le sait, l'haltéro, c'est au moins 70% dans la tête et 30% dans le corps. Et, et c'est vraiment pas à négliger. Enfin, voilà quoi. À mon avis, il y a eu plein de choses. Après, je pense qu'on pourra bosser encore sur plein de trucs. Mais moi, sur le fait de le stress, me détendre, vu que je suis une personne beaucoup stressée en temps normal, encore plus en compète, je pense que ça m'a permis vraiment de me laisser tranquille, tu vois. J'ai vécu mieux les compètes après ça. Vraiment, je l'utilise encore. La dernière fois que je l'ai utilisé, c'était au championnat de France, là, en juin. Tu vois? et oui, mais moi, je t'avais envoyé un audio et puis après, je t'avais conseillé deux, trois applis aussi. Parce que c'est vrai que l'audio que je t'avais envoyé, c'était pour une compétition en particulier. Bon, après, on en a refait plein, mais c'est vrai que dans l'imagerie mentale, ce qui est important, c'est d'adapter à fond sur l'athlète, sans ce que toi, tu ressens, tous les ressentis que tu m'as donnés, tous les placements Mm. techniques. Tu vois, même avant, mais moi, je comprenais rien à l'haltéro. Je suis pas non plus grand-chose maintenant, mais je vois à quoi ça ressemble et j'ai un peu pris du recul sur ça. Mais avant, tu me donnais tous tes placements techniques. Et en fait, je te plaçais tout exactement comme tu le vivais, Ouais. le visuel, tout pour que tu revives l'imagerie comme dans ta pratique. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, si ça t'a marqué. C'est un outil qui t'a fait du bien et on Ouais. travaillera là-dessus, bien sûr, hein. C'est un outil très, très riche qui s'adapte à toutes les situations. Mhm. Tant que bah, la prépa mentale, enfin la personne qui te fait, moi par exemple, eh ben, elle te l'adapte à fond et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Ouais. Ok. Ben, écoute, merci beaucoup Amel pour cet échange qui a duré pas Je mal de t'en temps. prie. Donc, merci pour le Merci temps à que tu toi. as accordé Ouais, à cet échange. Ça m'a fait c'est plaisir. normal. Ça me fait On plaisir. se Ouais. voit Moi aussi. samedi pour la vraie séance de prépa mentale où on va Ouais. vraiment en parler des choses sérieuses. Et là, au moins, ça, c'est bien parce que moi, ça a permis à tout le monde de voir un peu ce que c'est que l'haltéro. C'est une pratique que toi, tu as depuis très longtemps en plus, les différents événements que tu as pu vivre, tous les conseils que tu peux donner, comment toi, tu as vécu les choses honnêtement, sincèrement. Donc, Mm. merci à toi pour ta transparence et pour ce que tu as partagé. J'espère que aussi ça t'a fait plaisir. Oui, oui, ça m'a fait plaisir, vraiment. Ouais, ouais. Ça fait Et plaisir. ça sera disponible, je te dirai quand. Ouais, ça marche. Pas Bon, de en tout cas, souci. merci à toi et puis on se voit très Merci à bientôt. toi. Prends soin de toi, repose-toi et puis on se voit bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré. N'hésite pas à suivre Amel sur les réseaux sociaux, je mets le lien en description. Et moi aussi, Pool Power sur Instagram, sur YouTube. N'hésite pas à faire un tour sur mon site, il y a les formations en ligne et les coachings. À bientôt!